Un petit tableau avec les principaux réseaux sociaux. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? En termes de classement. Ouais. Souvent, il y a pas mal d'objections sur Google+. Oui, parce qu'il est ouvert automatiquement à chaque compte. Et exactement. Ça passe, voilà, c'est ouvert sur les comptes Gmail. Bon, ça commence à ne plus l'être. Mais et on a également les utilisateurs de YouTube qui sont comptés parce que depuis novembre 2013, on était obligé. Ils sont en train de dropper cette nécessité. Mais on était obligé d'avoir un compte Google+ pour commenter sur YouTube. Il y a eu une grosse levée de bouclier d'ailleurs de la part de YouTube. Et toujours est-il qu'avec 1 milliard d'utilisateurs sur YouTube, forcément, Google+ est devenu le deuxième réseau social. Après, en notoriété, en utilisation spontanée, est-ce que vous pourriez juste lever la main si vous avez un compte Google+? Ok. Et ceux qui alimentent leur compte Google+. Voilà. Bon. Et encore, on a quand même pas mal de gens qui sont sensibilisés au référencement, donc l'échantillon est un peu biaisé, on va dire. Donc je vais vous parler de Facebook. Alors en termes de stats, tiens d'ailleurs j'ai une copie dans mon slide, pardon. Donc Facebook, on est d'accord que c'est le premier réseau social mondial. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs. On y est tous ou quasiment. Il y a certains qui sont contre Facebook, donc qui n'ont volontairement pas de compte. Mais globalement, Facebook, c'est une machine à cash. Là-dessus, on est d'accord. 7,85 milliards de dollars en 2013, ce qui est assez fou. Et en termes de bénéfices, 1,5 milliard. Oula. Ouais, c'est un peu énorme. Il y a actuellement 25 millions d'entreprises qui sont présentes sur Facebook, de plus en plus chaque jour. Facebook est en train de déployer un système qui nous permet de faire de la publicité qui est accessible un peu à tous. Au tout début, Facebook, il fallait avoir plein d'argent, être Coca-Cola pour mettre des sous dessus. Aujourd'hui, à partir d'1 euro ou à partir de ce que vous voulez d'ailleurs, vous pouvez faire de la pub sur Facebook. Ça ne coûte pas forcément cher, on va le voir après. Et en termes d'utilisateurs actifs en France, il y a à peu près 30 millions de personnes qui sont sur Facebook. C'est énorme. Et les gens utilisent et le desktop, et la tablette, et le mobile pour y accéder. Donc Facebook est présent en multi-device. Je vais, avant de revenir précisément sur la notion de publicité Facebook, on va faire une mise au point, on va tout mettre à plat ensemble. Est-ce que vous savez tous ce que c'est le Big Data? Pas forcément, oui. Peut-être des fois vaguement, ouais. Ok. Donc ce qu'on appelle Big Data, c'est, pour vraiment simplifier, c'est la récolte massive de données d'utilisateurs. Ensuite, dans un second temps, on a l'analyse. Et là, le fait de stocker des données, des informations sur ce que vous faites, c'est du Big Data. Donc on a des serveurs qui sont remplis d'informations. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut considérer comme info qui alimente le Big Data? Il y a vos données de navigation dans Chrome, tout ce que vous faites sur votre smartphone Android ou sur votre smartphone Apple, parce que Apple aussi collecte de la donnée. Vous avez aussi toutes les infos de votre agenda, de votre boîte mail, etc. Tout ça, c'est des informations qui sont scannées. Ensuite, on a les communications, les contacts que vous pouvez faire donc, via Facebook. Je vais détailler. Et toutes vos infos de recherche, ce que vous avez liké, là où vous avez mis +1. Le bouton +1 d'ailleurs, il est utilisé 5 milliards de fois par jour. Pour un réseau social qui est réputé comme fantôme, c'est plutôt pas mal. Et donc, dans un premier temps, on a cette collecte de données. Dans un second temps, on a le traitement, l'analyse de data. On utilise des algorithmes spécifiques. Et d'abord, c'est pour rendre, l'objectif de Google, c'est de rendre service à l'utilisateur, de perfectionner sa recherche. Et évidemment, dans un second temps, il y a aussi un enjeu financier. C'est d'une part pour vous fidéliser, puis ensuite, après, il y a des choses à vendre aux entreprises. Grosso modo, la première étape d'aller vers un moteur un peu plus user-friendly, disons, de Google, ça a été de faire ça. Vous commencez à taper un truc et la suite s'affiche. Ça, c'est classique, ça fait quelques années que c'est en place. Mais là, on est sur un premier niveau. Ça, c'est un algorithme un peu bête qui tient compte des stades de recherche. Mais au niveau des suggestions, ça commence à être enrichi, notamment par ce qui se passe à la télévision. Google a posé un brevet là-dessus et automatiquement, si vous cherchez le nom d'un candidat télé-réalité, ça va vous suggérer, parce que c'est en train de passer à la télévision, plutôt que vous suggérez le nom de famille d'un homme politique derrière. Donc, même si vous tapez François, et ce sera François de Secret Story et pas forcément François Hollande, parce qu'à ce moment-là, il y aura un pic de requête vers cette personne-là. Donc Google tend vers quelque chose de plus perfectionné et surtout d'adaptation en temps réel. Bref. Si certains d'entre vous ont un smartphone Android, particulièrement un Google Phone, un Nexus, vous avez peut-être utilisé Google Now depuis un petit moment.
Voilà. Sinon, la fonction n'est pas forcément intégrée nativement. Donc Google Now, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui est intégrée donc, au système d'exploitation qui permet de vous dire je suis, par exemple, si je me géolocalise à Bordeaux, ça va me dire quelle est la météo, quelles sont les attractions à proximité, etc. C'est à la fois, en gros, un pseudo-annuaire, mais aussi il y a ce qu'on appelle la recommandation sociale, c'est-à-dire les utilisateurs des services Google, et notamment Google Plus, qui ont recommandé des lieux et qui ont laissé des informations. Il y a une part de contributif. Tout ça, c'est agrégé dans ce qu'on appelle le Knowledge Graph, qui est en gros la base de connaissance globale de Google. Si par exemple, pour vous montrer un peu ce que c'est le Knowledge Graph, si je tape David Duchovny dans Google, je vais trouver ça, et en fait directement ça va m'afficher qui il est, sa date de naissance, parfois ça va me montrer son poids, sa taille, si par exemple pour les mannequins ça fonctionne, et puis qui est sa femme et qui sont ses enfants. C'est parce que, en général, quand on se pose la question quel âge il a David Duchovny à table, voilà, c'est le genre d'infos qu'on va trouver. Donc grosso modo, Google a la volonté de vous proposer les bonnes infos au bon moment. Après, Google ne veut pas s'arrêter là, parce que ça ne suffit pas pour définir des utilisateurs. Oui, ils sont hyper rapides, il référence plein de sites, mais on se dit, on va peut-être aller plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer les comportements des gens, et puis on va déduire quelle sera leur prochaine action, quel sera leur prochain besoin. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à se dire, cette nana-là, elle a 28 ans, ça fait 3 ans qu'elle est en couple, elle a telle situation, elle appartient à tel segment dans ma base, en gros, elle fait partie de tel modèle de personne, puisque vous avez forcément des jumeaux sociaux, disons. Je sais que sa prochaine action, parce que je l'ai observé sur d'autres personnes, je sais que sa prochaine action, ce sera ça. Et donc, aujourd'hui, je suis en capacité de lui proposer un test de grossesse ou même des couches, parce qu'avant même qu'elle-même le sache, on est en capacité de décrire qu'elle est enceinte ou qu'elle va l'être dans les X semaines à venir. C'est ça le Big Data. Et aujourd'hui, via l'évolution des patterns, des comportements de recherche et aussi des comportements d'achat, il y a des enseignes comme Target, qui est l'équivalent de Carrefour aux États-Unis, qui sont en capacité de dire cette personne est enceinte avant qu'elle-même ne le sache ou ne le déclare. Donc le Big Data, à quoi ça me sert? Oui, ça me sert à me dire, à me donner la météo, ça m'aide un petit peu, c'est un assistant de la vie. Plutôt que Siri qui est plutôt passif sur l'iPhone, on lui demande un truc et il nous le donne ou pas d'ailleurs. L'avantage de Google Now, c'est qu'on est sur de la prédiction de besoins. Par exemple, au tout début où j'avais Google Now sur mon téléphone, une fois j'avais oublié un rendez-vous avec mon comptable, parce que ça ne m'enchante pas, et voilà. Et en fait, 1 heure avant, il m'a envoyé un rappel en me disant « t'as rendez-vous avec le comptable ». Je n'étais pas mis de rappel, mais lui-même me le rappelait. Et surtout, il m'a dit « il faut que tu partes maintenant, parce que sinon tu ne seras pas à l'heure ». La même chose, j'ai un ami, il travaille beaucoup sur Paris, et il est community manager aussi. Et son job, c'est du quasiment 7 jours sur 7, 24/24, et ça lui prend beaucoup de temps. Et en fait, il a acheté, il y a 2 ans, il a acheté le Nexus 4, donc le smartphone Google. Et son habitude, c'est donc tous les lundis, il va dans le même bar à 19h, parce qu'il se dit la semaine va être longue, donc je me donne des forces. Donc sur Paris. Et en fait, il a commencé à y aller 1 ou 2 fois, et au bout de la 2e ou 3e fois, là, son smartphone s'est mis à buzzer à un moment donné pendant sa journée de travail. Il ne savait pas trop quelle heure il était dans un long tunnel de travail, disons. Et là, le smartphone lui dit « écoute, je sais que tu as l'habitude d'aller dans ce bar à cette heure-ci, je sais que tu vas en taxi. » Bon, il ne sait pas qu'il est phobique du métro, mais en tout cas qu'il va en taxi. Donc il faut que tu commandes ton taxi maintenant, parce que sinon tu ne seras pas à l'heure, en fonction des prévisions de trafic, etc. Donc ça sert à ça Google Now. Dans ce qui va arriver également, au niveau de Google Now, il y a la possibilité de, si jamais vous vous assoupissez dans le train ou dans le métro ou dans le RER, ça vous dit « hey, c'est là qu'il faut que tu descendes ». Voilà, des choses comme ça. C'est du service. C'est du service à l'utilisateur. Là, c'est une application de la Big Data. On voit directement que ça sert au consommateur. Évidemment, il y a des applications commerciales. Il y a le fait un produit que vous avez recherché online, Google va le déployer prochainement. Dès que vous allez être à proximité d'un magasin qui vend ce produit-là, vous allez avoir une alerte sur votre smartphone qui va vous dire « hey, le truc que tu as dit que tu n'achèterais pas, il est là, il est dispo, juste à côté de toi. » Voilà. Bon, c'est un peu la voie du dire, mais évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a une monétisation derrière. Mais c'est intéressant pour l'utilisateur. Après, bien évidemment, pour l'entreprise, il y a d'autres enjeux. Donc ces données-là,
Donc on est juste sur de l'observation comportement et ensuite on est sur un autre algorithme qui va définir, qui va deviner ce que vous allez faire. Sachez que quand vous êtes sur Facebook, vous êtes fliqué. Vous êtes fliqué parce que Facebook va observer ce que vous faites. Je vais vous montrer une petite vidéo qui parle d'une fonctionnalité qui est sortie déjà il y a une petite année chez Facebook aux États-Unis, qui sera prochainement dispo en France. On n'a pas encore de date. Et si vous mettez en langue US dans vos paramètres Facebook, vous y aurez accès. Donc, je vous montre. Hop, pardon. Le son n'est pas allumé, mais c'est pas gênant. Donc là, je fais une recherche, le trek, mais finalement, non, mes amis qui aiment bien faire du trek. Donc là, je vois la liste de mes amis. Ok. Donc, normalement, on a une petite musique très apaisante qui va avec. Là, c'est mes amis qui aiment les road trips. Ok. Donc là, je peux faire une recherche donc, par centre d'intérêt ou affinité parmi mes amis. Mes amis qui aiment danser. D'accord. Ça, encore une fois, c'est du service à l'utilisateur. Là, c'est trouver les groupes qui écoutent mes amis. Là, on est sur une recherche un peu plus croisée. Mes amis qui travaillent dans la même société que moi et qui... On n'a pas trop de chance aujourd'hui. Je sais pas quel est le bug technique. Je vais recharger la chance, pardon. C'est l'effet des mots systématiquement. Bon, ça tombe bien, je la connais par cœur, alors je vais le faire. Donc on peut aller réaliser un séminaire au ski parce qu'on peut chercher les gens, mes collègues, mes amis qui travaillent dans la même société que moi et qui aiment le ski. Ok, là j'organise un séminaire au ski. Après on peut aller plus loin, on peut chercher des amis, des photos des amis, jusque-là ok, mais des photos de mes amis avant telle date. On peut chercher des photos de certaines personnes qui sont ensemble. Et on peut, du coup, avoir des recommandations de lieux, par exemple les parcs nationaux dans lesquels mes amis sont allés. La reconnaissance des parcs nationaux, elle va fonctionner à la fois sur un modèle de recommandation parce que les personnes se sont géolocalisées. Donc il y a soit la vraie géolocalisation, soit il y a la triangulation par rapport au signal GSM. Et ensuite, on a aussi aujourd'hui Facebook est également en capacité de reconnaître les lieux sur photo, particulièrement les lieux aux États-Unis. Donc si vous ne dites pas où vous êtes, il est en capacité d'identifier l'endroit par rapport au relief notamment. Donc c'est une grosse base de données qu'a Facebook et donc là on vous présente toutes les applications grand public. Bien évidemment le vrai message de Facebook en diffusant cette vidéo-là, il est plutôt adressé aux marketeurs en disant les gars, on a un truc bien sympa. En l'occurrence quand on est administrateur d'une page entreprise sur Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Graph Search? Alors déjà je peux avoir une visibilité sur une liste de personnes qui sont fans de ma page. Actuellement, c'est pas possible. Mais là, on a leurs profils qui sont listés. On a une liste, on peut les trier par profession notamment, on peut les trier par ciblage, etc. Surtout, on peut trouver quels sont leurs centres d'intérêt pour pouvoir soit les cibler ou tout simplement pouvoir adapter le contenu qu'on va formuler ou faire des partenariats. Là, par exemple, donc, imaginons que je sois administrateur de la page Oasis, je peux lister les gens qui sont donc fans de ma page. Je peux aussi savoir quelles sont les pages qu'ils aiment. Donc là, en l'occurrence, comme c'est la cible très très jeune, ils vont aimer Omar et Fred, Gad Elmaleh, bref, etc. Et également, je peux affiner donc par profession. Donc là, je peux avoir une liste de blogueurs, une liste de journalistes, une liste d'influenceurs qui vont déjà aimer ma page. Ces gens-là, ils vont déjà être sensibilisés. Donc je peux comme ça les identifier, puis ensuite à moi de prendre le lead et soit je les target dans une campagne publicitaire, soit je vais tout simplement faire du contact en direct, one-to-one, via mon compte perso, puisque c'est pas possible quand on est une page de contacter une personne donc elle nous a sollicité. Et là après je peux faire des partenariats. Pareil, je peux voir quelles sont les marques, aussi les autres marques qui sont aimées par les fans de ma page. Ça c'est totalement possible. Et surtout quels sont leurs centres d'intérêt principaux. Ici par exemple, leur premier centre d'intérêt c'est la musique, le deuxième centre d'intérêt c'est les films d'horreur et le troisième centre d'intérêt c'est les pizzas. Donc il y a peut-être un truc à faire entre Domino's Pizza et Oasis. Donc ça vous montre en fait que Facebook ne va pas uniquement
piocher dans ce que vous aimez. Facebook, donc, c'est la plus grande base de données affinitaires et déclaratives au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce que vous dites j'aime, il n'y a pas que ce sur quoi vous avez cliqué pour afficher au monde entier que vous aviez la pizza. Il y a aussi, si jamais vous avez une maladie, malheureusement, et que vous êtes renseigné au sujet de cette maladie, Facebook est aujourd'hui en capacité de le savoir. Par exemple, sur un de mes clients, on a le besoin de cibler les gens qui sont atteints de tumeurs bénignes. Aujourd'hui, on peut les cibler. Donc, c'est difficile au niveau éthique, mais Facebook le fait. Facebook capte ces données-là. Donc, il n'y a pas que vos likes qui sont traqués. Aujourd'hui, notamment via les modules, vous savez, sur tous les sites internet, vous avez des petits boutons de partage, j'aime, etc. Puis les likebox avec la tronche de vos amis qui disent j'aime ça déjà, aime ça toi aussi, c'est super bien. Dans toutes ces choses-là, il y a des éléments qui servent à faire du tracking. Donc en fait, Facebook ne va pas que suivre ce que vous faites sur Facebook. Non seulement il suit ce que vous faites sur Facebook, à qui vous parlez moins, ce que vous dites en message privé, quelle est la tonalité de vos messages, quelle est votre humeur, etc. Et en plus, il va traquer ce que vous faites là où vous allez de site en site. Donc c'est comme ça, évidemment, qu'il peut savoir que vous êtes enceinte ou savoir que vous avez une tumeur. Donc il lit vos observations, il observe vos relations et surtout l'évolution de ces relations. On le voit juste après, mais en gros, il y a un algorithme de Facebook qui permet de définir si vous avez une affinité immédiate avec une personne ou pas. C'est pour ça qu'il y a des gens avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps, peut-être votre cousin, je ne sais où, ou votre cousine. Si vous allez sur son profil, vous voyez qu'il ou elle a déjà posté des choses, ou votre ex, ça marche aussi. Il ou elle a déjà posté des choses, mais par contre, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ça dans votre flux. Au départ, vous dites, bon, on ne doit pas être connecté aux mêmes heures, etc. Puis après, finalement, en fouillant un peu, on s'aperçoit que c'est Facebook qui a défini lui-même qu'il n'y avait pas de raison d'afficher les messages de ces personnes dans votre flux parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus d'affinité. Donc c'est un peu arbitraire. Parce qu'on se demande aussi, j'ai un des étudiants qui a fait son mémoire là-dessus, on peut aussi se demander dans quelle mesure le libre arbitre est toujours présent. Parce que ce qu'on va voir, les messages publicitaires ou même les résultats de recherche auxquels on est exposé, ils sont triés déjà par un algorithme. Mais là, c'est carrément définir avec qui on n'a plus d'affinité, puis c'est un cercle vicieux. Parce que les gens que vous voyez plus, avec qui vous interagissez plus, etc. sur Facebook, il y a moins de chances qu'ensuite vous les revoyez. Sauf si c'est vos collègues et que vous les voyez tous les jours. Mais ça définit, en fait, Facebook va influer sur vos cercles sociaux. Donc Facebook, puisqu'on continue dans la bonne nouvelle, lit vos conversations, il observe vos relations, et il définit donc des modèles, des schémas comportementaux. Ces schémas comportementaux, par exemple, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années sur 23 000 personnes, on ne leur montrait que des statuts positifs pour savoir si ça améliorait leur humeur. Voilà. Et donc, ça a été pas mal décrié par les utilisateurs, mais évidemment, Facebook a les moyens de le faire. Donc, pourquoi il se priverait de tester, de faire cette expérience sociologique? C'est très intéressant ce qui se passe chez eux. Du coup, la nouvelle donne de Facebook, c'est que malheureusement pour les entreprises, Facebook n'est plus gratuit. Aujourd'hui, on a des gens qui nous appellent, Gabrielle Denis d'Edisoi qui est là aussi à la même problématique, elle interviendra tout à l'heure sur un sujet un peu lié. Les gens ils me disent bonjour, je voudrais une page Facebook. Bon déjà, c'est juste parce que j'ai pas le temps, mais ça me saoule de payer pour ça. Puis bon, de toute façon, Facebook c'est gratuit, donc voilà. Ben non, Facebook n'est pas gratuit. Facebook, donc il faut se dire qu'il y a 3-4 ans, peut-être même un peu plus maintenant, on touchait, quand on publiait un post, un statut, quand on était une page entreprise, on touchait 80-90% des gens. Après, c'est un petit peu descendu. Quand je donnais des cours il y a 1 an et demi, 2 ans, je disais à mes étudiants que c'était plutôt 15% des gens qu'on allait toucher. Et là, aujourd'hui, c'est 3 ou 5%. Ça veut dire que quand vous publiez un message et que vous êtes une entreprise, vous allez toucher 3 personnes sur 100 qui sont fans de votre page, pourtant qui ont indiqué qu'ils voulaient recevoir vos actualités. Vous n'allez toucher gratuitement que 3 ou 5 personnes sur 100, nativement. Donc c'est super difficile quand on est une entreprise et quand on n'a pas de budget, pas trop de budget, ou pas la connaissance de la maîtrise de cette régie publicitaire, d'arriver à percer et faire quelque chose sur Facebook. Donc c'est ce qu'on appelle la portée organique. Cette portée organique, elle est définie, encore une fois, par le petit algorithme, donc qui s'appelle PageRank ou Facebook Affinity Score. Et donc cet algorithme, il va définir, encore une fois, c'est comme avec vos amis, il va définir quel est votre degré d'affinité avec la page, quelle est la popularité de la page. Et là, on arrive un petit peu dans le même système que le PageRank pour le référencement. En gros, il va y avoir une notation de page qui va être faite en temps réel et recalculée tout le temps par rapport à plein de critères
Il y a plus ou moins un cahier des charges, si vous voulez, invisible également. Et cet algorithme, il va dire, cette page elle est populaire, on va la montrer à tant de personnes, et il va peut-être ouvrir un petit peu plus la porte, dire, bah, finalement, je vais la montrer à 10%, 15% des gens. En général, ça ne vole pas non plus très très haut quand on paye pas. Donc, sur Facebook, on peut optimiser son marketing, c'est-à-dire que on peut payer. En gros, on a le droit de dépenser des sous. Donc, la promesse de Facebook, ça va être développer vos ventes en magasin, augmenter vos ventes en ligne, lancer un nouveau produit, faites-vous connaître, générer du trafic sur votre site ou faites la promotion de votre application pour générer des téléchargements. Tout ça, c'est possible. Actuellement, c'est ce qui est vendu par Facebook et c'est accessible, je vous le disais, à n'importe qui. Même si dès le moment où vous avez 2 francs qui traînent dans le fond de votre tiroir, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook. Après, la blague, c'est qu'il faut bien maîtriser l'éditeur, parce que on verra une petite étude de cas de quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent tout à l'heure, mais c'est dangereux pour les entreprises qui commencent à mettre un peu leurs sous au hasard. Les options de ciblage principales. Évidemment, j'ai la localisation, j'ai la langue parlée, j'ai l'âge, le sexe, évidemment aussi les intérêts, les centres d'intérêt. Les catégories élargies, c'est-à-dire par exemple, je peux cibler, aujourd'hui, je suis en capacité de cibler les gens qui font souvent beaucoup de trajets, qui ont beaucoup de trajets entre leur domicile et leur travail, les gens qui ont voyagé fréquemment, les gens qui sont parents d'enfants de moins de 3 ans, et toutes ces données-là, je peux les croiser. Donc si jamais demain, je veux cibler les femmes qui habitent à Berry-Bouy, je suis née dans Berry, donc excuse, c'est vert rouge. Les gens qui habitent à Berry-Bouy, qui sont des femmes qui mangent bio, qui ont voyagé à Bali dans les 6 derniers mois et qui sont intéressées finalement par les femmes alors qu'elles sont mariées, aujourd'hui on est en capacité de le faire. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de lesbiennes qui mangent bio à Berry-Bouy et qui sont déjà mariées, mais pourquoi pas? C'est possible. Et ça me coûtera, encore une fois, pas forcément très cher. Donc là, on est dans une logique qui est opposée à ce qui se faisait il y a quelques années. Évidemment, avant, on était sur l'objectif des entreprises, c'est de faire du mass média. C'est de vendre des écrans sur TF1, etc. Là, on fait uniquement, enfin, le plus possible, du marketing de niche. Donc on va cibler quelques centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes, plutôt que quelques millions ou dizaines de millions. Et on va forcément avoir des taux de retour, des taux de clics et des choses comme ça qui vont être beaucoup plus importants. C'est la même mécanique qu'AdWords. Si vous savez comment fonctionne AdWords, si vous avez l'habitude de fonctionner avec les systèmes de publicité Google, c'est la même chose. La régie AdWords qui est gérée plus haut par DoubleClick et ensuite qui gère les programmes AdSense, c'est ça fonctionne comme ça, vous ciblez, etc. Du coup, l'essai de Google, de faire notamment Google+, c'est aussi dans une optique de récolter de la donnée. Il ne faut pas considérer Google+ comme un réseau social. Google+, c'est une surcouche sociale à la recherche, ce qui est différent. Parce que le centre, ça reste la recherche. Facebook n'a pas pour objectif de faire de la recherche, ils font juste un service, un pseudo-service, mais la plus grosse partie de leur valeur, évidemment, est dans les data qui sont collectées. Donc, je vous montre très rapidement. En gros, pour les entreprises, il y a 3 éditeurs et 3 niveaux de compréhension web marketing qui sont possibles. On a le premier éditeur, vous allez cliquer sur la page, il y a des petits boutons bleus, et vous avez des promouvoir la page, etc., stimuler la publication, promouvoir. Ces trucs-là, ne les utilisez pas, je vais y arriver, parce que, en fait, vous faites un peu arnaquer, parce que vous n'avez pas suffisamment d'options de ciblage, en particulier sur le prix de la fixation de l'enchère. Ça fonctionne sur un système d'enchère. Vous ne pouvez pas définir aussi quels sont les paramètres de paiement. Il y a plein de choses qui sont moins accessibles et des paramètres avancés de ciblage démographique qui ne vous sont pas accessibles via cette interface simplifiée. Celle-là, elle est destinée aux débutants. Après, vous avez un deuxième éditeur qui est l'éditeur intermédiaire. Et après, vous avez la bête, le monstre de guerre, qui est le Power Editor. C'est un peu difficile à prendre en main, sauf si vous avez déjà administré des campagnes AdWords. Et là, vous pouvez faire des cinquantaines, des centaines de campagnes en même temps et faire des trucs de dingue. Vous pouvez faire des posts qui sont invisibles à vos fans, mais on a l'impression que c'est des vraies publications. Vous pouvez charger des fichiers d'email qui sont détenus, qui sont à vous. Et puis comme ça, relancer des gens qui sont dans votre base client. Vous pouvez faire aussi, il y a une fonction très intéressante qui s'appelle la lookalike audience. J'y reviens juste après. Donc en gros, l'offre Facebook, elle est attractive. Donc vous pouvez payer au coût par clic, au coût par mille ou au coût par action. Il vous suffit d'installer ce qu'on appelle un pixel de conversion, quelques lignes de code sur votre site,
Et ensuite, Facebook ne va vous facturer que pour les gens, enfin quasiment que pour les gens qui vont vraiment transformer sur votre site, qui vont acheter votre produit, qui vont s'inscrire à votre service, à votre événement, etc. Ça, c'est une formule intéressante. Donc ça peut vous coûter 1, 2, 3, 5, 10 euros par prospect. Ça tout dépend du montant de votre enchère. Mais de toute façon, si c'est des gens qui achètent ou qui souscrivent, c'est cool, c'est tout bénef. Ensuite, il y a forcément un monitoring qui est très très avancé, qui est performant. L'interface d'administration Facebook a beaucoup changé, les publicités aussi. Et vraiment, nativement dans Facebook, l'analytique est très très propre. Donc si vous avez l'occasion de tester, même sur un budget de 5 euros, et juste de la promotion, même sur une page d'association, un truc comme ça, n'hésitez pas parce que c'est très intéressant à regarder. Enfin, voilà, encore une fois, chacun ses loisirs, moi ça m'intéresse, je vais bien faire ça le soir. Mais bon, ça n'engage que moi. Les coûts d'acquisition, le clic, le trafic généré, etc. Ça, dans pas mal de niches, on est sur des coûts qui sont inférieurs à AdWords. Donc comptez que vous pouvez très bien décider de promouvoir un site web auprès d'une audience très 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 ciblée. Et cette audience-là, vous allez la toucher, vous allez faire venir les gens sur votre site et ça vous coûtera moins cher que via le programme qui va afficher des publicités dans les résultats de recherche Google. Why not? Du coup, c'est à considérer. Également, donc, Facebook est en train de devenir un mass média. On se dit en ce moment, tout le monde est sur Facebook. C'est vrai, la plus grosse partie, en tout cas, 50% des Français sont sur Facebook, mais sur certaines tranches d'âge, il y a 70-80% des gens qui y sont. Vous avez la possibilité également donc, de faire du retargeting, c'est-à-dire les gens, encore une fois, vous installez un pixel de tracking, et là, les gens qui sont passés sur votre site, c'est comme quand vous allez sur le bon coin et qu'allez après vous retrouvez les trucs que vous avez recherchés. Vous avez recherché avant sur Pixmania, et puis après vous allez hop sur Facebook, vous allez encore retrouver vos trucs de Pixmania. Super quand vous voulez faire des cadeaux surprises et vous êtes sur l'ordinateur familial. On le voit juste après, ça c'est la question des cookies, et c'est pas forcément smart. Vous avez donc la fonction import dont je vous parlais, et surtout la fonction donc lookalike audience. Comment ça se définit? Un exemple, Cdiscount ou Pixmania, ils ont un pool de clients qu'on appelle premium. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont leur faire 1200, 1500, 2000 euros d'achat par an. Ça, c'est les mecs, on les aime bien et puis on les relance de façon beaucoup plus gentille et moins agressive. Ces gens-là, si du côté Cdiscount, on est en capacité d'extraire leur adresse email, ce qui est simple, on peut ensuite la recharger dans Facebook. Et Facebook a une fonctionnalité qui va trouver en gros leurs jumeaux sociaux. Donc en fait, nos clients premium, tous les gens qui ont un peu le même profil qu'eux, on va pouvoir les cibler et puis multiplier le nombre de nos clients premium. Donc ça, c'est super intéressant. Parce qu'ils ont une visibilité un petit peu sur le type de revenu, la catégorie socio-professionnelle, etc. On peut cibler tout ça aujourd'hui. Au niveau de la précision du ciblage, je vous le disais, on peut cibler les early adopters, par exemple. On peut cibler les utilisateurs, évidemment, d'appareils mobiles, de tablettes, savoir s'ils sont sous Apple, Android, etc. Ça, c'est la fonctionnalité simple. Les endroits où ils sont allés, donc où ils ont voyagé dernièrement, les dates auxquelles ils ont voyagé, les gens qui viennent d'emménager, toutes ces choses-là, on peut le faire. Donc ça, c'est de l'observation. Il n'y a pas que j'ai créé l'événement, j'ai déménagé, mais il y a aussi tout simplement le fait que Facebook voit que votre smartphone, maintenant, tous les soirs, il est plus localisé au même endroit. Pas uniquement, encore une fois, quand vous avez le GPS allumé, mais par IP ou tout simplement par triangulation GSM. Donc, il sait aussi avec qui vous dormez. Parce que si la personne a également Facebook sur son smartphone, il y a de grandes chances, il peut voir que les smartphones sont un peu proches, assez souvent. Donc si vous avez un amant ou une maîtresse, Facebook le sait, avant votre femme ou votre mari. Au niveau du ciblage, on peut donc cibler des gens. Donc Facebook peut être utile en B2B, j'entends souvent que Facebook ne sert à rien quand on a pour client des entreprises. Mais là, on peut cibler des fonctions. J'organise un événement B2B à Paris la semaine prochaine. Mon premier outil, ça a été Facebook. Pourquoi? Parce que je peux cibler les responsables export en Asie grâce à Facebook. Donc ensuite, on a des indicateurs. En gros, quand vous paramétrez votre audience, vous avez des évaluations de portée potentielle. Donc par exemple, là, j'ai fait un gros ciblage donc, à base de 30 millions, donc les nombres d'utilisateurs en France. Je suis passée à 76 000 personnes d'échantillon, puis ensuite je peux encore réduire pour faire en sorte de toucher que 500 personnes par exemple. Petite case study, avant de parler directement d'Atlas. Ça c'est un client. En fait, au début, il ne maîtrisait pas
le paramétrage. Ouais, bon, ceux qui connaissent se font peur, hein. Ça m'a fait la même chose. Alors, long story short, le client a commencé à charger des paramètres. Pour lui, il voulait cibler des gens dans pas mal de pays. Donc là, en termes de pays, on a l'Émirats Arabes Unis, Bulgarie, Suisse, Allemagne, Danemark, enfin bref, plein d'endroits, même l'Estonie et tout ça. Et la France et plein d'endroits. Et en fait, d'abord, ils ont fait des ciblages par langue, donc il y a des sous-campagnes qui définissent la langue. Mais surtout, ils ont mis comme critère, ils ne se sont pas dit que par défaut, tout le monde était dedans. Donc ils ont essayé de trouver des choses, leur cible c'était les femmes. Donc ils ont essayé de trouver des choses qui pouvaient intéresser les jeunes femmes. Donc Rihanna, People Magazine, Christian Dior, Robert Pattinson, Beyoncé, Léon Tolstoy, Sex and the City, Céline Dion, Justin Timberlake, la Tour Eiffel avec une faute d'orthographe, Gucci, Miley Cyrus, etc. Enfin la liste est longue. Donc tranche d'âge 18-45, femmes, tous ces intérêts-là. Et ils sont arrivés, ils n'ont pas monitoré, et en fait ils ont fait, ça s'est étalé sur 3 ans, mais le plus gros s'est fait cette année, parce qu'ils ont, tout simplement ils ont été introduits en bourse et du coup leur budget a explosé. Donc ils ont juste remonté le plafond de leur budget Facebook. Ils n'ont pas fait gaffe à remodifier ces paramètres de ciblage. Donc leur budget Facebook était de 3 000 € par mois, juste en budget ads. Et je suis arrivée, j'ai ouvert le truc. Et en fait, donc vous avez une dashboard qui calcule les coûts d'acquisition. Ils étaient à 13 € par fan sur leur page. C'est un peu cher. C'est un petit peu cher. Voilà. Et donc au total, sur cette campagne-là, c'est 40 000 € qui ont été dépensés. Dans le vent, parce que c'est des fans en Slovaquie qui ne parlent pas la langue et qui en fait sont du bref, un peu du déchet, entre guillemets, socialement. Enfin, réseau socialement. Voilà. Parce que c'est pas des gens qui vont acheter notre produit. C'est pas des gens qui vont acheter notre produit. C'est pas, en gros, dans notre zone de chalandise. Donc, au niveau du réseau social, ça veut dire que c'est pas des gens, je dis socialement, parce qu'il y a une question de la métrique de base sur le réseau social, c'est l'engagement. C'est le fait, c'est pas le nombre de fans, mais c'est les gens qui vont interagir avec mon contenu. Et bien ces gens-là, socialement, ils vont pas avoir d'interaction avec ma marque. Donc c'est du fan déchet, c'est du fan poubelle. Ça ne sert à rien. L'objectif, c'est pas d'avoir un maximum de fans, c'est d'avoir un maximum de personnes qui soient intéressées par mon produit, qui puissent propager mon message via la viralisation. Donc c'est idiot d'avoir des gens qui n'ont pas participé, qui ne seront pas intéressés, qui en plus ne pourront même pas acheter parce qu'ils ne sont pas dans mon pays. Voilà. Donc 40 000 € sur cette campagne-là, il y a une campagne jumelle qui a été faite sur d'autres pays, et au total c'est 70 000 € qui ont été perdus sur 3 ans. Faites gaffe. Donc la nouvelle étape, c'est pourquoi donc, on est là aujourd'hui, c'est Atlas, c'est le nouveau réseau, enfin la nouvelle régie de Facebook. Donc toutes ces capacités, toutes ces options de ciblage, vous les avez en fait sur Facebook, mais actuellement quand on veut faire de la pub ailleurs que sur Facebook, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, on ne peut pas utiliser ces critères de ciblage. Le but d'Atlas, donc leur claim, c'est Real Data from Real People, donc des vraies informations des vrais gens. En gros, l'axe fort de Facebook là-dessus, c'est de se dire ok, on arrête le système des cookies. Pourquoi? Parce que les cookies, ça ne marche pas. En cross-device, ça ne fonctionne pas. Si vous utilisez si vous utilisez un smartphone, une tablette, etc., au bout d'un moment, les cookies vont vous perdre. Donc on ne peut pas réellement retracer l'individu, on est forcément limité. Le ciblage pareil, démographique à cause des cookies, il est pauvre. On n'a pas la possibilité aussi de différencier les utilisateurs au sein d'un même foyer. Ce que je vous disais sur un ordinateur familial, si votre mère allait chercher de la lingerie juste avant et que vous passez derrière, pas cool parce que vous êtes retargeté sur la lingerie sexy qu'elle a essayé d'acheter. Bon, si votre mère a 70 ans, c'est encore plus loin. Voilà. Donc la solution, elle est basée sur le tracking d'utilisateurs Facebook. En gros, Facebook, ça fait donc 10 ans qu'ils observent d'abord des millions et maintenant 1 milliard d'utilisateurs. Ils ont un peu de data sous le pied. Et donc cette data-là, elle est réinjectée pour surveiller les gens donc via le système Facebook Connect, en traquant les sessions actives. C'est pas parce que vous n'êtes pas connecté à Facebook sur cet ordinateur, peut-être qu'un jour, plus tard, vous allez vous connecter, puis à ce moment-là, les données vont être envoyées parce qu'elles vont être reliées à votre profil. Donc c'est très difficile de cacher actuellement ce qu'on fait à Facebook, même en mode navigation privée, etc. C'est toujours possible, Facebook a toujours des data à votre sujet. Et donc il gère la rétroactivité. Donc à quoi ça sert Atlas? Donc le cross-device, leur promesse aussi, c'est à terme de faire du online to offline. Actuellement les gens pratiquent le repos
research online et purchase offline. Donc ils se renseignent sur internet, mais ils vont quand même acheter leur canapé chez Ikea. Là c'est la même chose. Aujourd'hui, on sera capable de dire ce mec-là, il a fait la recherche, il a été drivé par la campagne publicitaire et du coup, il a acheté en magasin. Donc là-dessus, on peut mesurer le retour sur investissement de la campagne publicitaire. Donc c'est très intéressant de pouvoir le faire. Il y a notamment des systèmes de géolocalisation, des systèmes ensuite où on peut réinjecter le fichier client, le fichier d'acheteur, et puis comme ça, on peut regrouper les données. Et puis après, donc, vous avez des systèmes de monitoring qui sont très avancés. Donc en gros, 60% des adultes aujourd'hui aux États-Unis utilisent 2 devices ou plus par jour. Donc là, les cookies, on peut se dire qu'ils sont plus ou moins obsolètes. 94% de la distribution continue à se faire en magasin physique. Bon, évidemment, il y a les courses alimentaires qui sont comptées. Et donc l'objectif d'Atlas, c'est simplifier la vie des marketeurs et avoir une analyse un peu sexy, un peu performante. À quoi ça ressemble Atlas? En gros, c'est ça. Actuellement, c'est pas disponible pour tout le monde. C'est uniquement quelques grands comptes qui sont triés sur le volet, mais c'était la même chose au début pour la publicité Facebook. Donc à terme, de toute façon, même pour les small business, les toutes petites entreprises, ce sera accessible. Et à partir de quelques euros, vous aurez la possibilité de profiter de cette régie Atlas. Donc ça veut dire que sur n'importe quel site web, vous allez avoir comme ça de la publicité qui va être super ciblée en fonction de la big data de Facebook et qui sera accessible donc, pour quelques euros. Donc il y a un tableau de bord, ils font de la gestion de campagne, reporting, etc. En gros, c'est un cloud AdWords un peu amélioré. Donc au niveau des fonctionnalités, donc, on est sur de la mesure, du reporting. Donc c'est basé sur une API en fait, donc on a la possibilité de connecter des choses, enfin bref. Et donc ils fonctionnent sur un système d'ad server classique. Donc je voudrais, voilà, très bien, on est dans les clous. Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur le fait que donc aujourd'hui, les réseaux sociaux c'est avant tout peut-être un prétexte pour récolter votre data. La plus grosse, on pense tout de suite que la valeur, les encarts publicitaires qui sont vendus à l'instant T sont la plus grosse richesse de Facebook. Les encarts publicitaires qui sont vendus à l'instant T, c'est ça, et le reste c'est la big data. La plus grosse valorisation de Facebook, elle est juste dans la data, dans tout ce qui est dans les serveurs, tout ce qui a été collecté depuis 10 ans. Il y a des réseaux sociaux qui font des promesses aujourd'hui, donc Facebook, mais il y a Instagram qui appartient également à Facebook. Google et Google+, c'est la même chose. Twitter est en train de lancer son réseau d'ads et fait du targeting ciblé, notamment en fonction des programmes qui sont regardés par les tweetos. Donc ça, ces réseaux-là, ils se basent sur la data. Ils arrivent, leur première piste de monétisation, c'est la data. Il y a des réseaux comme Hello, que j'avais ici, dont la promesse, il y a un manifeste qui est sorti qui dit les gars, on ne vendra pas vos data. Mais bon, il faudra bien monétiser un jour, donc on se pose la question de savoir comment ils vont le faire. Parce que jusqu'à présent, ils avaient d'abord levé 435 000 $, et là ils viennent de relever de nouveau 5 millions. Mais quand il y a une venture capital impliquée, forcément, au bout d'un moment, ils veulent récupérer les sous. Donc ça veut dire que soit ils vont vendre les données, soit ils vont vendre directement les utilisateurs. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous parliez tout à l'heure du prix au coût du fan sur Facebook, qui était exorbitant. Oui. Pour vous, quelle est la moyenne du prix du coût du fan? Il n'y a pas tellement de moyenne. Après, en ciblant pas mal, sur certains coûts d'acquisition, on est à 30 centimes par fan, mais vous pouvez aussi avoir du fan à 5 centimes. Ça dépend des pays que vous allez cibler. En priorité, si jamais j'ai un client là qui il cible les gens qui parlent espagnol. Mais du coup, en priorité, il va vous vendre les pays Amérique latine, etc. Et c'est plus dur d'avoir l'Espagne, par exemple. Enfin, c'est plus cher. Donc ça dépend de l'enchère que vous allez définir. Mais au-delà de 30 centimes, sauf si vous avez vraiment, en gros, plus vous ciblez, plus c'est cher. Si vous avez vraiment des critères de ciblage de fou, vous pouvez aller sur du 70-80 centimes. Après, à plus d'1 euro le fan, c'est carrément possible, ça arrive. Mais bon, c'est dans... vous êtes sur je travaille dans le domaine du gambling aussi, du jeu d'argent en ligne. Là, forcément, pour faire valider des grilles de bingo ou faire des dépôts de poker, là, vous avez du 1 euro, 2 euros, 5 euros le fan facilement. Ça dépend des secteurs. Oui. C'est quoi l'intérêt sur la conquête de fan si elle pense qu'elle augmente 2-3%? Exactement, voilà. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients. Vous dites 1 euro le fan et qu'après on c'est ça. 3 sur 100, il a coûté vachement cher. Exactement, exactement. Donc après, il y a toujours un peu d'audience organique. Hein. Et après, c'est à vous de produire des contenus qui vont se viraliser. Donc qui vont être diffusés directement, rediffusés par vos fans.
Voilà, donc le travail il est plus, là c'est de l'orfèvrerie, c'est pour ça que le community management ne peut pas s'improviser. Il faut vraiment maintenant, on est vraiment dans de la stratégie très avancée, parce que on est sur des mécaniques de viralité organique pour dépenser un minimum d'argent. Il y a des postes de mes clients, soit je les sponsorise pas, soit je les sponsorise à hauteur de 1 euro, 2 euros. Des fois c'est des toutes petites injections, mais bon c'est quand même du temps passé. Voilà. Oui. Tu peux parler dans le cas où je me connecte à un site via mon compte Facebook, Oui. qu'est-ce qui se passe? Si je me connecte à un site via mon compte Facebook, par défaut, je ne lui donne pas forcément l'autorisation de publier à ma place. Après, il y a des actions qui peuvent se passer, notamment dans ce qu'on appelle le code graph. Malheureusement, on n'aura pas le temps de détailler tout de suite. Mais en gros, il va observer un petit peu mes liens sociaux, et juste mes informations publiques, et éventuellement la liste de mes amis. Mais il n'y a rien de fou. En revanche, ça facilite les partages. Et puis après, comme sur la Redoute par exemple, vous pouvez partager votre panier, vous pouvez faciliter voilà, la recommandation sociale. Les réseaux sociaux fonctionnent sur un système qui s'appelle la recommandation sociale. C'est pour ça qu'au-delà du fait de vous simplifier, la vie, pardon, de vous faire gagner du temps. Gagner du temps pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément rentré votre nom, votre prénom, votre mail. Ça simplifie, en termes de tunnel d'achat, c'est plus intéressant. Mais au-delà de ça, donc, le système de recommandation sociale, c'est quoi? C'est aujourd'hui 14% des gens font confiance à la publicité, 80 à 90% des gens vont faire confiance à ce qui va être recommandé par un ami ou une personne, une figure connue. Donc on va surfer sur le fait que les gens ils vont dire qu'ils ont acheté à la Redoute via un partage Facebook pour conquérir davantage de clients pour la Redoute. On est surtout sur ce genre d'action. Voilà. D'autres questions? Bien Stéphanie, il faut te souvenir des questions, hein. C'est la 4e participante à notre concours fabuleux. Hein. N'oubliez pas qu'il y a une surprise à gagner. Donc la dernière personne, c'est la grosse pression. Grosse pression. Du coup, il a changé de la question. Il a changé d'avis. Non, elle est très ciblée, elle me concerne, mais quand on travaille dans un segment de marché qui est lié à, je vais dire, à la loi E20, oui. On est donc assujetti à une association qui vérifie si la société pour laquelle on travaille ne fait pas n'importe quoi en termes de publicité et n'importe où. Est-ce que là... C'est très difficile pour eux de vérifier, mais c'est complètement possible. Ah, voilà. De toute façon, prenez le parti de faire des ciblages plus 18, déjà. On va être... voilà. On fait déjà rien qu'en faisant du ciblage plus 18, on s'épargne beaucoup de soucis. Et c'est l'avantage de Facebook quand on est comme ça, quand on a des spécifications pour la publicité, on peut le paramétrer. La jurisprudence par rapport à ça fait que certains juges vous disent que vous ne pouvez pas totalement prouver qu'ils ont 18 ans. Oui, exactement. Alors, bah oui. Ma question, en fait, si je peux juste la terminer, après je vous promets, c'est juste de savoir si, entre guillemets, on peut être un peu plus fin et être certain que l'association qui est censée pouvoir vérifier que vous ne faites pas de communication ne puisse pas le prouver. Est-ce que Facebook, à un moment donné, a pourrait donner des informations comme quoi votre société a fait une campagne de communication? On vous demandera peut-être une visibilité sur la plateforme d'ADS. En revanche, vous pourrez toujours dire que vous avez rempli l'obligation de moyens, c'est-à-dire vous donnez les moyens de ne cibler que les gens de plus de 18 ans, après s'il y a usurpation d'âge, d'identité, etc. Facebook n'opère pas systématiquement de la vérification d'identité, de pièces d'identité. De temps en temps, quand votre compte il est un peu décrié, signalé par quelqu'un, etc., on peut vous demander de scanner une pièce d'identité pour déverrouiller votre compte, mais Facebook ne peut pas vérifier spécifiquement l'âge des gens. Donc vous avez fait le job. Et il y a énormément de marques d'alcool voilà, qui font de la publicité actuellement. Il n'y a pas encore eu de précédent. On va peut-être arrêter là pour les questions. Merci beaucoup.